Avez-vous déjà jeté un simple morceau de verre pour découvrir, des années plus tard, qu'il s'agissait d'un diamant inestimable ? C'est exactement l'erreur monumentale qu'a commise Julien, en abandonnant sa femme enceinte, qu'il croyait être une simple serveuse sans le sou. Pour une riche héritière, il pensait gravir les échelons de la société. Mais il ignorait un détail fatal. La femme qui lavait ses sols au quotidien ne travaillait pas pour survivre. Elle possédait secrètement l'empire financier le plus puissant du pays. Préparez-vous pour une histoire incroyable de trahison, de karma implacable et de la revanche la plus élégante et glaçante que vous n'ayez jamais entendue. Écoutez bien, car la roue tourne toujours. Pour Camille, le projectile n'était pas en métal, c'était un morceau de papier. Remis un mardi pluvieux, 3 semaines avant la date prévue de son accouchement. Son mari Julien ne voulait pas seulement un divorce, il voulait l'effacer. Il pensait se débarrasser d'une serveuse sans le sou et gênante pour grimper socialement avec une femme plus jeune et plus riche. Mais Julien a commis une erreur de calcul qui allait tout lui coûter. Il ne savait pas que la femme qui lavait ses sols n'était pas seulement Camille, la serveuse, c'était Camille Delaunay, l'héritière cachée du plus grand empire de capital investissement du pays. Et elle ne perdait pas seulement un mari, elle se réveillait. La pluie à Bordeaux ne nettoie rien, elle rend juste la saleté plus glissante. C'est ce que pensait Camille en regardant par la fenêtre de l'étroit appartement de 2 pièces à Aubervilliers, qu'elle partageait avec Julien. Elle était enceinte de 8 mois. Ses chevilles étaient enflées comme des pamplemousses et le bas de son dos battait d'une douleur sourde et rythmique qui était devenue sa compagne constante. Elle s'est retournée quand la porte d'entrée s'est ouverte. Avec un clic, elle espérait un sourire, peut-être une plainte sur les embouteillages sur le périphérique, peut-être, juste peut-être, une main sur son ventre pour sentir le bébé bouger. Au lieu de cela, Julien est entré avec un homme en costume gris, bon marché. Julien a demandé Camille en s'essuyant les mains avec un torchon. Qui est-ce ? Julien ne l'a pas regardé, il a regardé le sol, puis le mur, puis sa montre chère. Un cadeau que Camille avait acheté en économisant pendant 6 mois. Il a regardé partout sauf sa femme. Camille, a dit Julien d'une voix sans la chaleur qui l'avait convaincu de l'épouser 3 ans plus tôt contre les souhaits silencieux de sa famille. Voici Laurent Moreau, c'est mon avocat. L'air a semblé disparaître de la pièce. La main de Camille est allée instinctivement sur son ventre. Un avocat Julien, que se passe-t-il ? C'est le travail. S'est-il passé quelque chose au cabinet ? Julien l'a enfin regardé. Ses yeux étaient froids, durs comme de la pierre. Ce n'est pas le cabinet, Camille, c'est nous, c'est fini. Laurent Moreau a fait un pas en avant et a tendu une épaisse enveloppe. Madame Lefebvre, ce sont les documents de dissolution. Julien a demandé le divorce. Camille a laissé échapper un rire fragile et tranchant. Un divorce, Julien, je suis à 3 semaines d'accoucher. Nous avons une chambre de bébé à finir de peindre. Nous avons une vie. Moi, j'ai une vie, a corrigé Julien, en passant près d'elle vers le plan de travail et en se servant un verre d'eau sans rien lui offrir. Toi, tu as un fantasme, soyons réalistes. Ça ne marche plus depuis un moment. Tu stagnes. Moi, je monte en grade. Je viens de devenir associé junior. J'ai besoin d'une compagne qui s'intègre dans ce monde. Toi, tu es toujours... Il a fait un geste vague vers son pull bon marché et son chignon en désordre. « Je suis la mère de ton enfant », a-t-elle murmuré, le choc se transformant en une peur glaciale. « Et c'est pour ça que je suis généreux », a répondu Julien. Laurent a préparé un accord. « Tu gardes la voiture, la Renault Clio et 10 000 € en espèces. En échange,
Tu signes la garde totale pour moi quand l'enfant arrêtera d'être allaité. Et tu quittes cet appartement ce soir même. » Ce soir, a-t-elle réussi à dire avec la gorge nouée. « Julien, il pleut à verse. Je n'ai nulle part où aller. Ma famille, mes parents sont morts. » C'était un mensonge qu'elle avait dit quand ils s'étaient rencontrés pour se protéger des hommes qui ne voulaient que sa fortune. Elle lui avait dit qu'elle était une orpheline de la Creuse. « Ce n'est plus mon problème, » a rétorqué Julien. « Et j'ai besoin que l'appartement soit vide. Valentine emménage demain. » Le nom est resté flottant dans l'air comme une fumée toxique. Valentine Mercier, la fille du patron de Julien, une femme qui portait des marques de luxe pour aller prendre un café et traitait les serveurs comme s'ils étaient des meubles. Camille l'avait vue une fois au dîner d'entreprise de Noël. Valentine avait regardé sa robe simple avec un mépris capable de faire tourner le lait. « Tu me quittes pour Valentine. Valentine comprend l'ambition, » a dit Julien en bombant le torse. « Elle peut ouvrir des portes. Tu ne sais même pas les voir. Avec elle à mes côtés, je dirigerai le cabinet dans 5 ans. Avec toi, je ne suis que le gars avec la femme serveuse qui sent le vieux lait et les couches. » Camille a regardé l'homme qu'elle avait aimé. Elle a regardé l'homme pour qui elle avait lavé des sols, cuisiné et renoncé à un héritage de plusieurs milliards juste pour prouver que l'amour était réel. Elle a alors compris que l'amour pouvait être réel, mais Julien était faux, elle n'a pas pleuré. C'était ça l'étrange, les larmes ne sont pas venues. À la place, une clarté froide l'a traversée. C'était le sang de son grand-père. L'implacable magnat du pétrole, François Delaunay, qui se réveillait dans ses veines. 10 000 €, a-t-elle dit à voix basse. À prendre ou à laisser, s'est moqué Julien. Si tu m'emmènes au tribunal, je t'enterrerai sous les frais de justice. Tu n'as rien, ni économie, ni famille, ni diplôme utile. Tu n'es rien sans moi. Camille a pris l'enveloppe de l'avocat et l'a fixée. Puis elle a regardé Julien dans les yeux. « Je vais signer, » a-t-elle dit. « Mais je veux un changement. Je veux que tu signes une renonciation complète aux biens rétroactifs au début du mariage et que tu renonces à toute pension future de ma part. » Julien a laissé échapper un rire rauque. « De toi à moi, tu touches le salaire minimum. Je gagne à 6 chiffres. Je ne veux pas de tes pièces. » Ajoute la clause le rend qu'elle ait l'impression d'avoir gagné quelque chose. L'avocat a écrit sur le document. Camille a signé. Julien a signé. « Fais tes valises, » a dit Julien en regardant sa montre. « Valentine vient à 8h pour mesurer les nouveaux rideaux. Je veux que tu partes avant 7h30. » Camille a fait une seule valise. Elle y a mis ses vêtements de grossesse, la couverture tricotée pour le bébé et une petite boîte métallique fermée qu'elle gardait au fond du placard. Une boîte que Julien n'avait jamais vérifiée car il pensait qu'elle contenait des babioles. Elle a traîné la valise jusqu'à la porte. Julien était sur le canapé en train de regarder l'économie à la télé et de boire du whisky. Il ne l'a même pas regardée. « Laisse la clé sur le plan de travail », a-t-il murmuré. Camille a laissé la clé sur le granit. Elle s'est arrêtée un instant en regardant son dos. Julien a dit d'une voix ferme « Souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu as choisi ça. Va-t'en maintenant. » Camille. Il l'a congédiée de la main. Elle est sortie sous la pluie. La porte s'est fermée derrière elle, scellant les 3 dernières années de sa vie. La pluie tombait avec force, la trempant instantanément. Elle a traîné la valise vers la vieille Renault Clio garée dans la rue, mais elle n'y est pas entrée. Elle est restée sur le trottoir, l'eau se mêlant aux premières larmes de rage. Elle a regardé la fenêtre éclairée de l'appartement et la silhouette de Julien.
Elle a mis la main dans sa poche et a sorti un téléphone. Ce n'était pas le vieux portable qu'il connaissait. C'était un téléphone satellitaire noir qu'elle avait gardé chargé et caché pendant 3 ans. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle composait un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis le jour où elle était partie. Dring dring, résidence de Launay. Chef de cabinet Bernard à l'appareil, a répondu une voix ferme et claire. Camille a pris une grande inspiration. Sa voix a changé, le tremblement a disparu, remplacé par un ton impérieux et de fer cultivé depuis sa naissance. Bernard, c'est Camille. Il y a eu un silence si profond sur la ligne qu'elle pouvait entendre les grésillements. Puis un halètement. Mademoiselle Camille, mon Dieu, c'est vraiment vous, nous pensions. Je suis vivante, Bernard, mais j'ai fini de faire semblant d'être une personne ordinaire. Mademoiselle Camille, votre père, le président, vous cherche depuis 3 ans. Il a engagé des enquêteurs privés dans tout le pays. Où êtes-vous ? Je suis à Aubervilliers, au coin de la rue principale et de la rue Saint-Jacques. Elle a regardé son ventre trempé. Bernard, envoie le jet et envoie la voiture blindée, immédiatement. Mademoiselle, tout va bien. Camille a regardé la fenêtre de l'appartement pour la dernière fois. Non, Bernard, tout va mal. Mais je suis sur le point d'arranger ça. Et Bernard, oui, mademoiselle, appelle l'équipe juridique, les requins. Je veux l'unité de terre brûlée en attente. J'ai besoin d'acheter un cabinet d'avocats. Et je pourrais aussi avoir besoin d'acheter un immeuble. Quel immeuble, mademoiselle ? Celui que mon ex-mari considère comme sa maison. 30 minutes plus tard, les voisins de cette rue tranquille d'Aubervilliers regardaient derrière leurs volets, confus. La vieille Renault Clio était toujours là, mais un convoi de 3 véhicules tout-terrain noirs s'était garé le long du trottoir. C'est une partie de l'horizon financier de Paris et des portions significatives de l'industrie navale mondiale. Il a regardé sa fille. Il a regardé son ventre. Ses yeux se sont écarquillés. Sa façade sévère s'est brisée l'espace d'un instant. « Camille » a-t-il murmuré. « Bonjour, papa » a-t-elle répondu en s'adossant au siège chauffant. « Qui a fait ça » a demandé Henri d'une voix basse et dangereuse. Il a pointé ses vêtements mouillés, sa valise, qui a mis ma fille à la rue sous la pluie. « Une erreur » a dit Camille en caressant son ventre. « J'ai fait une erreur. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui aimait l'argent plus que moi. Il a divorcé. Papa, il m'a jetée dehors parce qu'il croit que je suis pauvre. » Le visage d'Henri s'est assombri. Il ne le sait pas. Il croit que je suis Camille la serveuse. Henri a servi de l'eau pétillante de la carafe en cristal de la voiture et la lui a tendue. « Que veux-tu faire ? Veux-tu que je le ruine ? Je peux le faire renvoyer demain. » Je peux effacer son historique de crédit. Je peux racheter la banque de son hypothèque et exécuter la saisie dès demain. Camille a pris une gorgée et a regardé par la vitre teintée alors que la voiture commençait à bouger, laissant derrière elle la Renault Clio et son ancienne vie. « Non » a-t-elle dit doucement, « c'est trop facile. Il veut grimper. Il veut être important. Il veut être dans notre monde. » Elle s'est tournée vers son père avec un petit sourire cruel. « Laisse-le monter. Laisse-le atteindre le sommet. Laisse-le croire qu'il a sa place là-bas. Je vais disparaître un moment. Je vais avoir mon fils et quand je reviendrai, ce sera moi qui l'attendrai en haut pour le pousser. » Henri a souri. C'était une expression terrifiante. « C'est bien, ma fille. Bienvenue à la maison, Camille. » Alors que la Rolls-Royce avançait vers l'aéroport privé, Camille a ouvert le dossier que Laurent Moreau lui avait remis, les papiers du divorce.
elle a regardé la signature de Julien Lefebvre pour la dernière fois. « Profite de Valentine », a-t-elle murmuré, car c'est l'erreur la plus chère que tu ne commettras jamais. Pendant les 4 années suivantes, Camille Lefebvre a cessé d'exister. À sa place, Camille Delaunay est renée. Elle n'est pas restée à Bordeaux le lendemain de la finalisation du divorce. Le jet privé l'a emmenée dans le domaine familial dans les Alpes, une forteresse de verre et de pierre surplombant le lac d'Annecy. C'est là, entourée de sommets enneigés et de silence, qu'elle a accouché. Ce fut un accouchement difficile de 12 heures, les meilleures. Médecins que l'argent pouvait acheter sont restés à ses côtés quand le bébé a enfin pleuré. Un son fort et vigoureux qui a résonné sur les murs stériles. Camille a pleuré non de tristesse, mais de soulagement. Elle l'a appelé Gabriel. Gabriel avait les boucles brunes de Julien, mais les yeux des Delaunay, perçants, intelligents et inflexibles. Pendant que Camille apprenait à être mère, elle réapprenait aussi à être un prédateur. Son père, Henri, ne lui a pas permis de se reposer beaucoup. « Le monde croit que tu es faible parce que tu t'es caché », lui a-t-il dit un soir près du feu pendant que Gabriel dormait dans un berceau. « Tu dois leur rappeler qu'une Delaunay ne se cache pas. » Elle attend. Alors Camille s'est mise au travail. Elle n'est pas retournée à l'université. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait les meilleurs tuteurs du monde. Elle assistait aux réunions du conseil d'administration via des appels vidéo cryptés, la caméra éteinte, écoutant des PDG de grandes entreprises trembler devant son père. Elle a appris l'art de l'acquisition hostile. Elle a appris à démanteler les actifs d'entreprise d'une seule signature. Elle a appris que la miséricorde était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Pendant ce temps, à Bordeaux, Julien Lefebvre vivait la vie qu'il croyait vouloir. Il a épousé Valentine Mercier 3 mois après le départ de Camille. Ce fut le mariage de la saison, mis en avant dans la presse mondaine. Valentine portait une robe de créateur d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Julien portait un smoking sur mesure. Il semblait parfait, mais la pourriture est vite arrivée. Valentine n'était pas Camille, elle ne cuisinait pas, elle commandait de la nourriture chère qu'il touchait à peine. Elle n'écoutait pas la journée de Julien. Elle parlait sans arrêt de son entraîneur personnel ou des rumeurs du club social. Elle dépensait l'argent plus vite que Julien ne pouvait le gagner, même avec sa promotion d'associé junior. « Nous avons besoin d'un nouveau bateau », s'est-elle plainte un matin en jetant une facture de carte de crédit sur la table. « Les voisins du club ont un yacht. Nous avons l'air pauvres avec cette location. »« Valentine, nous venons d'acheter la maison de vacances à Megève, » a protesté Julien en se frottant les tempes. Le stress commençait à lui faire perdre ses cheveux. « Je ne suis pas fait d'argent, alors travaille plus, » a-t-elle répondu. « Mon père dit que tu es en lice pour devenir associé senior si tu obtiens le compte du groupe Nova France. Tu auras un énorme bonus. Ne me déçois pas, Julien. Je n'ai pas épousé un manager médiocre. Le compte du groupe Nova France était la baleine blanche du monde juridique, un immense et mystérieux conglomérat international qui cherchait une représentation dans le pays. La rumeur disait qu'ils achetaient des startups technologiques et des propriétés sur toute la côte. Julien s'est lancé dans le travail. Il restait tard chaque nuit, évitant la perfection froide de sa maison. Il rédigeait des propositions, il courtisait les dirigeants. Il est devenu implacable, rognant sur les bords et marchant sur ses collègues pour avancer. Il disait que ça valait la peine. Il construisait un empire.
Il n'avait aucune idée que le groupe Nova France était une société écran. Il ne savait pas que le conseil d'administration auquel il envoyait ses propositions répondait à une seule adresse, email. Et il ne savait certainement pas que la personne qui lisait ces emails désespérés et ambitieux à 2 heures du matin dans un chalet des Alpes était la femme qui l'avait jeté sous la pluie. Camille lisait chaque mise à jour que Julien envoyait. Elle l'observait supplier pour le contrat. Elle observait ses stratégies, ses faiblesses, les luttes internes du cabinet. « Il est désespéré, papa », a-t-elle dit un matin en faisant glisser une tablette sur la table du petit déjeuner. Henri a regardé l'écran, il est surendetté. Il a acheté une maison qu'il ne peut pas payer et une femme qui exige trop. S'il n'obtient pas ce compte, il fera faillite dans 6 mois. Camille a pris une gorgée de son expresso. Maintenant, elle était différente. Le chignon en désordre et les grands pulls avaient disparu. Ses cheveux étaient un rideau de soie. Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de Julien. Sa posture était tranchante comme un rasoir. « Donne-lui le compte » a dit Camille. Henri a haussé un sourcil. « Le lui donner. Je pensais que nous allions le ruiner. »« Nous le ferons, Camille, » a-t-elle souri. Mais on ne peut pas écraser un homme qui est déjà à terre. Il faut d'abord le relever. Fais-lui sentir qu'il vole. Rends-le dépendant de nous. Laisse-le construire toute sa vie autour des revenus de ce seul client. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la neige. Puis elle a murmuré « Quand il sera au sommet, se prenant pour un dieu, je lui montrerai qui est le véritable maître de la montagne. » Le contrat a été signé 1 semaine plus tard. Julien Lefebvre est devenu l'avocat principal du groupe Nova France, division nationale. Son salaire a triplé, il a acheté le yacht. Valentine a cessé de se plaindre pendant quelques mois. Pendant 3 ans, Julien a vécu au sommet. Il était le garçon en or du cabinet. Il ne savait pas qu'il dansait sur une trappe. 4 ans et 3 mois après le divorce. Le piège était prêt. La scène était Paris. Le Gala métropolitain des affaires internationales, l'événement le plus exclusif de l'année organisé au Grand Palais. Les billets coûtaient 50 000 € par personne. Julien Lefebvre était là. Il se sentait comme un roi. Il était maintenant associé senior grâce aux énormes honoraires générés par le compte du groupe Nova France. Il a ajusté sa cravate en soie en regardant Valentine. Elle était magnifique, mais son visage était tendu. « Arrête de bouger, ça s'entend. Pour l'amour de Dieu, essaie d'obtenir une photo avec le maire. Nous avons besoin de capital social. »« Détends-toi, Valentine, » a dit Julien en prenant une coupe de champagne. « Cette salle est à nous. Je suis l'avocat principal du plus grand groupe d'investissement du pays. »« Mais tu n'as jamais rencontré le propriétaire, » a souligné Valentine d'une voix tranchante. « C'est étrange, Julien. Tu travailles pour eux depuis 3 ans. Si tu n'as jamais vu le président du groupe Nova France, ils apprécient la confidentialité, » a répondu Julien en minimisant la chose. De plus, c'est ce soir, le grand soir. Le mémo disait que le directeur mondial ferait enfin une apparition publique pour annoncer l'acquisition de mon cabinet. C'était la grande nouvelle. Le groupe Nova France rachetait le cabinet de Julien. On s'attendait à ce qu'il soit nommé directeur exécutif de l'entité fusionnée. C'était le point culminant de sa carrière. Les lumières de la grande salle se sont estompées. Un silence est tombé sur la foule de milliardaires, de politiciens et de célébrités. Un projecteur a illuminé la scène.
un homme en smoking est apparu, Bernard, le chef de cabinet de la famille Delaunay, bien que Julien ne le sût pas. Mesdames et messieurs, distingués publics. Pendant des années, le groupe Nova France a opéré dans l'ombre, stimulant l'économie grâce à une confidentialité stratégique. Mais ce soir, nous faisons un pas vers la lumière. Nous sommes fiers d'annoncer que le groupe Nova France est entièrement intégré à sa société mère. Un murmure a parcouru la salle, à la société mère. Tout le monde croyait que le groupe Nova France était au sommet de la chaîne. Veuillez accueillir, a poursuivi Bernard, la directrice générale du groupe Delaunay Global et nouvelle propriétaire du cabinet Lemaire et Associés. Les lourds rideaux de velours se sont ouverts. Julien a retenu son souffle. Il était prêt à serrer la main d'un vieil homme aux cheveux gris. Il était prêt à s'incliner et à sourire. Une femme est apparue. Elle était éblouissante. Elle portait une robe en velours bleu nuit qui épousait sa silhouette, brillant de milliers de minuscules diamants écrasés. Autour de son cou reposait un énorme ras de cou en saphir qui valait plus que tout le bâtiment. Ses cheveux bruns étaient relevés, révélant un visage d'une beauté saisissante et terrifiante. La salle a explosé d'applaudissements. Julien a laissé tomber sa coupe de champagne. Elle s'est fracassée sur le marbre, le son perdu parmi les applaudissements. Il a cligné des yeux. Il s'est frotté les yeux. « Non », a-t-il murmuré, « c'est impossible. » Valentine l'a regardé, agacée. Que se passe-t-il? Qui est-elle? Elle est impressionnante. La voix de Julien a déraillé. Il avait l'impression de frapper sous l'eau. C'est Camille. Camille! Valentine a ricané. Ton ex-femme débraillée? Ne sois pas idiot, Julien. Cette femme baigne dans les millions. C'est Camille Delaunay, la fille d'Henri Delaunay. C'est la royauté financière. Delaunay, le nom a frappé Julien comme un impact physique. Camille Delaunay. Il s'est souvenu du petit appartement, de la façon dont elle avait demandé la séparation totale des biens et renoncé à toute pension. Mon Dieu, a-t-il haleté, elle m'a trompé. Sur scène, Camille a pris le micro. Sa voix amplifiée était claire et assurée, très différente de la femme à la voix douce qui lui demandait autrefois s'il voulait du sucre dans son café. « Merci », a-t-elle dit pendant que ses yeux parcouraient la foule. Elle ne regardait pas les caméras, elle cherchait quelqu'un. Son regard s'est arrêté et s'est planté dans Julien. Même à distance, il a senti le froid. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était le sourire d'un prédateur qui observe un cerf blessé. « Ce soir parle d'évolution », a-t-elle dit en maintenant son regard sur lui. Il s'agit de se débarrasser du poids mort du passé et d'embrasser la véritable valeur. Parfois, dans les affaires comme dans la vie, nous faisons de mauvais investissements. Nous sous-estimons des actifs parce qu'ils ne sont pas enveloppés de paillettes, mais un véritable magnate sait que le plus précieux est souvent ce qui est négligé. La foule a applaudi, croyant qu'il s'agissait d'un discours d'entreprise métaphorique. Julien savait que c'était une nécrologie. Elle a continué. « Je suis également heureuse d'annoncer qu'en tant que nouvelle propriétaire du cabinet Lemaire et Associés, je mènerai un audit complet de l'équipe de direction à partir de demain à 9h précise. » Elle a fait une pause, inclinant légèrement la tête. « J'espère que les associés actuels seront présents s'ils conservent encore leur poste. » Elle s'est retournée et a quitté la scène, la traîne en velours de sa robe glissant derrière elle comme des vêtements royaux. « Julien !» Valentine lui a tiré le bras, le visage pâle. « Pourquoi te regardait-elle comme ça, Julien? Tu trembles. »« Nous devons partir, » a-t-il balbutié. « Je dois appeler Laurent, je dois arranger ça.
Arranger quoi? A crié Valentine. Va lui parler, c'est ta nouvelle patronne. Flatte-la comme tu le fais avec tout le monde. Je ne peux pas la flatter, Valentine, a rugi Julien en faisant se retourner les gens à proximité. J'ai divorcé d'elle quand elle était enceinte de 8 mois. Je lui ai dit qu'elle n'était rien. Je lui ai dit que je voulais une femme avec de l'ambition. Valentine l'a regardé. Puis elle a regardé la scène où s'étaient tenus les milliardaires. Ensuite, elle a de nouveau regardé son mari, comprenant pour la première fois qu'il n'était pas une étoile montante, mais un navire en train de couler. « Idiot !» a-t-elle sifflé en retirant sa main. Camille était dans la salle VIP en train de boire de l'eau citronnée. La porte s'est ouverte et Bernard est entré. Il est dans le couloir. « Mademoiselle Camille, il essaie de passer la sécurité. Il dit que c'est une urgence familiale. » Camille a ri. « La famille. Maintenant je suis la famille. Je le sors d'ici, » a demandé Bernard. Non, Camille s'est levée en lissant sa robe. Laisse-le entrer. Voyons ce qu'il a à dire. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte à la volée. Julien est entré précipitamment, en sueur, la cravate de travers. Il s'est arrêté en voyant les 2 gardes du corps près du mur. « Camille, » a-t-il murmuré en s'approchant. « Camille, est-ce vraiment toi ?» Elle n'a pas bougé et est restée derrière une chaise haute, les doigts posés sur le velours. « Pour toi, c'est Madame Delaunay, Julien. Ou maman, puisque je signe maintenant tes fiches de paie. » Camille, je t'en prie. Julien adoptait sa meilleure expression sensible, celle qu'il utilisait pour convaincre les jurys. Je ne le savais pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi l'as-tu caché? Parce que je voulais savoir si tu m'aimais, a-t-elle répondu calmement, ou si tu n'aimais que le style de vie que je pouvais te donner. J'ai déjà la réponse. J'étais stressée, a supplié Julien en s'approchant. J'étais jeune, j'étais ambitieux, j'ai fait une erreur, mais Camille, nous avions quelque chose de vrai. Nous avons un fils. Où est-il? Où est notre bébé? Mon fils, l'a-t-elle corrigé. Tu as signé la renonciation à tes droits. Tu t'en souviens? Garde totale pour la mère. Tu n'as même pas voulu de visite. Tu voulais l'appartement vide pour Valentine. Je peux me battre contre ça. Le désespoir de Julien s'est transformé en colère. Je suis le père. Tu ne peux pas m'enlever mon fils. Maintenant que je sais, maintenant que tu sais qu'il est l'héritier, l'a interrompu Camille. Tu ne voulais pas d'un fils quand il était un fardeau. Tu ne l'auras pas maintenant qu'il est un atout. Elle a contourné la chaise et s'est plantée face à lui, les yeux dans les yeux. Elle portait des talons, ce qui la rendait plus grande. « Voici ce qui va se passer, Julien. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir, et demain tu viendras à mon bureau et tu supplieras. » « Supplier pourquoi ?» a-t-il craché. « Pour conserver ta licence ?» a-t-elle murmuré. « Parce que j'ai vérifié ton travail avec le compte du groupe Nova France. Tu as trop rogné sur les bords, Julien. Tu as conclu un arrangement illégal avec un fonctionnaire municipal à Bordeaux il y a 2 ans pour faire approuver un permis. J'ai les emails. » Le visage de Julien est devenu blanc. C'était « je l'ai fait pour le client, pour toi. » « Je ne t'ai jamais demandé d'enfreindre la loi, » a-t-elle souri froidement. « Je t'ai juste observé le faire et maintenant j'ai les preuves. » Elle a pointé la porte. « Sors de ma vue, Julien. Le vrai spectacle ne fait que commencer. » Pendant que les gardes sortaient, Julien qui protestait, Camille s'est rassise. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'adrénaline. Elle a sorti le téléphone et a composé un numéro. « Amène la voiture, » a-t-elle dit. « Je veux rentrer à la maison et embrasser mon fils avant de dormir. » Elle s'est regardée dans le miroir. La serveuse était morte. La magnate était complètement réveillée. Le lendemain matin,
Les bureaux du cabinet Lemaire et Associés à Paris, autrefois le royaume de Julien, ressemblaient à une morgue. L'agitation habituelle des assistants juridiques et des jeunes associés avait disparu. Tout le monde était à son bureau, la tête baissée, terrorisé. Julien est entré à 8h55. Il avait l'air épuisé, il n'avait pas dormi et portait le même costume que la veille, bien qu'il ait essayé de le repasser avec le fer de l'hôtel. « Monsieur Lefebvre » a murmuré la réceptionniste sans le regarder. « On vous attend dans la salle de conférence. » La salle de conférence A était connue comme le bocal. C'était une salle vitrée au centre de l'étage. Il n'y avait aucune intimité. Si on vous licenciait là, tout le bureau vous voyait tomber. Julien est entré. Camille était assise en bout de la longue table en acajou. À sa droite, Bernard. À sa gauche, 3 hommes que Julien a reconnus, le cœur serré, des auditeurs internes de l'ordre des avocats. « Assieds-toi » a dit Camille sans lever les yeux du dossier. Julien s'est assis. La chaise en cuir était froide. Camille a commencé à parler du permis d'urbanisme. « Madame Delaunay » a-t-il dit. « Mademoiselle Delaunay » a-t-elle corrigé durement. Elle a fait glisser une photo sur la table. C'était une image floue de surveillance où l'on voyait Julien remettre une enveloppe à un fonctionnaire dans un parking. « C'est une faute grave, Julien » a-t-elle dit calmement. « Un arrangement illégal avec un agent public. Cela implique tout le cabinet. Non seulement tu as enfreint la loi, mais tu as mis en péril mon acquisition. Je l'ai fait pour conclure l'affaire. » La voix de Julien s'est brisée. Le client, le groupe Nova France, a fait pression sur moi. Ils ont dit de l'obtenir à tout prix. Camille s'est penchée en avant, les yeux comme de la glace. Je suis le groupe Nova France, Julien, et je n'ai jamais donné cet ordre. J'ai les transcriptions de chaque appel. Tu as agi seul parce que tu voulais le bonus pour acheter un bateau. Les auditeurs écrivaient frénétiquement, alors Camille a continué en croisant les mains. Voici tes options. Option A. Je remets ce dossier au procureur. Tu vas en cellule pour 5 à 10 ans et tu seras radié immédiatement. Julien a cessé de respirer. La pièce semblait tourner. Et l'option B, a dit Camille avec une lueur cruelle. Tu restes, mais pas en tant qu'associé senior. Tu seras rétrogradé au poste d'associé junior de niveau 1. Tu seras transféré aux archives du sous-sol. Ton travail sera de rédiger manuellement des documents sensibles pendant les 5 prochaines années. Ton salaire sera le minimum, sans bonus, sans bureau, sans assistant. C'est de la servitude, a murmuré Julien. C'est de l'humiliation. C'est de la miséricorde, a répliqué Camille. Ça te garde en dehors de l'isolement. Ça garde ton nom hors de la presse pour l'instant et ça te permet de rembourser le bonus de 400 000 € que tu as obtenu illégalement. Chaque centime de ton salaire sera saisi jusqu'à ce que la dette soit réglée. Elle s'est levée. Tu as 1 minute pour décider, la cellule ou le sous-sol. Julien regardait à travers les parois de verre. Il a vu ses collègues, les personnes qui l'avaient humilié. En l'observant, il a vu les grimaces de mépris. Il a pensé à l'enfermement, il a pensé à l'uniforme. Il était un lâche, au fond. Le fils, le sous-sol, a-t-il réussi à dire d'une voix étouffée. « Bon choix !» a souri Camille. « Bernard, montre-lui. »« Monsieur Lefebvre, votre nouveau bureau est à côté de la chaufferie. » Ah, Julien s'est arrêté à la porte. Un homme brisé. « Tu voudras peut-être vérifier ton téléphone. Je crois que Valentine a essayé de te contacter. » Julien a cherché son portable. Il y avait 20 appels en absence et un message. « Nous devons parler. Je suis à la maison. »
il a couru retourner au Penthouse dans un taxi qu'il pouvait à peine payer. Quand il est entré, l'endroit était un chaos. Les déménageurs sortaient les meubles, en particulier ceux que Valentine avait choisis. « Valentine » a-t-il crié. « Julien, que fais-tu » Valentine était dans la chambre en train de ranger des vêtements de créateur dans une malle. Elle a levé les yeux, le visage sans émotion. « Je pars, Julien. J'ai déposé les papiers il y a 1 heure. Tu pars juste parce que je passe une mauvaise journée. » « Une mauvaise journée ?» Valentine a ri durement. « Julien, c'est fini. Papa m'a tout raconté. Tu es sous enquête. Ils t'ont rétrogradé. Tu gagnes le salaire minimum. Tu crois vraiment que j'ai signé pour ça ? Je pensais que tu m'aimais !» a crié Julien en lui attrapant le bras. Elle s'est dégagée avec violence. « J'aimais ton potentiel. J'aimais l'associé senior. J'aimais le futur directeur exécutif. Je n'ai pas épousé un archiviste de sous-sol. Tu es une fraude, Julien. Tu m'as vendu un mensonge. » Elle a fermé la malle et au fait, a-t-elle ajouté en marchant vers la porte. « L'appartement est à mon nom. Mon père a garanti l'hypothèque. Tu as jusqu'à ce soir pour partir. »« Où suis-je censée aller ?» a crié Julien, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai rien. Elle a tout pris. » Valentine s'est arrêtée et a regardé en arrière 1 seconde. Son expression s'est adoucie, non avec pitié, mais avec compréhension. « Elle ne t'a rien pris, Julien. C'est toi qui le lui as donné. Tu lui as remis l'arme et tu lui as demandé de tirer. » La porte a claqué. Julien s'est laissé glisser le long du mur jusqu'au sol. Il s'est assis dans le couloir vide et silencieux d'une vie qui n'était plus la sienne. Il n'avait plus de femme, il n'avait plus de travail, il n'avait plus d'argent. Puis une idée a surgi dans l'obscurité de son esprit, une bouée de sauvetage. L'enfant. Camille avait un fils. Son fils, s'il ne pouvait pas obtenir d'argent du travail, ni de sa femme, peut-être pourrait-il accéder à la fortune Delaunay à travers lui. Il s'est essuyé le visage. Un plan désespéré et obsessionnel a commencé à prendre forme. Ce n'était pas fini. 2 semaines plus tard, le jardin du Luxembourg était baigné par la lumière dorée du début de l'automne. C'était samedi, Camille. Elle était assise sur un banc près du bassin, regardant un petit garçon en manteau bleu marine piloter un bateau télécommandé. Gabriel, pour sa mère, avait 4 ans. C'était un enfant calme et observateur. Il ne courait pas en criant comme les autres. Il restait au bord de l'eau, les sourcils froncés, naviguant entre les obstacles avec précision. Camille souriait en buvant son café. Elle avait 2 gardes du corps discrètement à proximité, habillés en touriste. Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait victorieuse. Il pilote bien ce bateau. De bons réflexes. Camille s'est tendue. Elle reconnaissait la voix. Elle ne s'est pas retournée. Es-tu en train de violer l'ordonnance d'éloignement, Julien ? Ma sécurité te cassera le bras dans environ 10 secondes. Julien a contourné le banc et s'est placé devant elle. Il était terrible. Il avait maigri. Son costume était usé. Il ressemblait à un fantôme de l'homme qui se regardait autrefois dans chaque vitrine. « S'il te plaît, Camille, juste 5 minutes, je veux juste le voir. » Camille a regardé son fils, puis Julien, et a fait signe aux gardes du corps de rester en arrière. « Tu as 2 minutes. » Julien a observé l'enfant. Il a vu ses propres boucles brunes. Il a vu la forme de sa mâchoire. Une émotion étrange a surgi dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de l'amour, c'était de la fierté possessive. C'était son sang, son billet de retour à la vie de luxe. « Il me ressemble » a-t-il murmuré. « Il te ressemble » a répondu Camille. « Mais il agit comme moi » Julien a fait un pas vers l'eau. « Et petit » a-t-il dit avec un faux sourire.
ce bateau est génial !» Gabriel a levé les yeux. Il avait les yeux des Delaunay, gris, perçants. Il a regardé Julien sans le reconnaître. Il n'a pas souri. Il a juste évalué l'étranger qui interrompait son jeu. « C'est une goélette », a-t-il corrigé poliment. « Pas un bateau. » Julien a ri nerveusement. « Bien sûr, une goélette. Tu sais, j'en avais une comme ça. Je suis un vieil ami de ta mère. » Gabriel a ramené son regard sur l'eau. « D'accord. » Julien s'est agenouillé pour être à sa hauteur. « En fait, Gabriel, je suis plus qu'un ami. Je suis ton papa. » Le monde a semblé s'arrêter. Camille observait, le cœur battant dans sa poitrine. Mais elle n'est pas intervenue. Elle voulait que Julien voie la vérité. Gabriel a arrêté de diriger la goélette, s'est tourné complètement vers Julien en inclinant la tête. « Mon papa ?» a-t-il demandé. « Oui » a dit Julien, les yeux se remplissant de larmes, à moitié réelles, à moitié simulées. « Je suis ton père, Gabriel. Tu m'as beaucoup manqué. Je veux que nous soyons une famille. Tu veux ça. Tu veux venir avec moi chercher une glace. » Gabriel a regardé la main tendue de Julien, puis a regardé sa mère. Le visage de Camille était indéchiffrable. Gabriel a regardé Julien à nouveau. « Maman m'a parlé de mon père », a-t-il dit clairement. Le cœur de Julien a fait un bond. Elle l'a fait, qu'a-t-elle dit? Gabriel a pris une grande inspiration et sa petite voix s'est élevée au-dessus du vent. Elle a dit que mon père était un mauvais investissement. Elle a dit qu'il a vendu ses actions sur moi il y a longtemps. Julien a reculé comme s'il avait été giflé. Gabriel, ce n'est pas. Gabriel est retourné à sa télécommande. Elle a dit qu'on ne peut pas racheter d'actions après l'entrée en bourse de l'entreprise. C'est trop cher pour toi. Gabriel a accéléré le moteur de sa goélette, l'éloignant de Julien. Je ne veux pas de glace, je suis occupée. Julien est resté à genoux dans la terre, abasourdi. Le rejet d'une femme était une chose, le rejet de son propre fils de 4 ans, exprimé dans le langage de la finance, était la démolition de son âme. Camille s'est levée, a marché jusqu'à Julien et l'a regardé de haut. « Tu pensais pouvoir le charmer ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Tu pensais pouvoir l'utiliser, Julien ?» Cet enfant assiste aux réunions du conseil d'administration depuis qu'il porte des couches. Il peut sentir le désespoir et en ce moment, tu en as l'odeur. « C'est mon fils !» a sifflé Julien en se levant, les poings serrés. « J'ai des droits. Tu les as signés pour 10 000 € et une Renault Clio, » a rappelé Camille. « Tu lui as donné un prix et maintenant tu ne peux pas le payer. » Elle a fait signe aux gardes. « Cette fois, ils ont avancé. C'est la dernière fois que tu nous verras, » a dit Camille. « Bernard a organisé un transfert pour toi. Le travail du sous-sol est déplacé. » « Où ça ?» a demandé Julien, pris de panique pendant que les gardes lui tenaient les bras. « Nous avons acheté de petites archives juridiques à Saint-Claude dans le Jura, » a dit Camille en regardant sa montre. « Tu commences lundi. C'est un contrat de 5 ans. Si tu démissionnes, tu nous dois immédiatement les 400 000 €. Si tu acceptes, tu auras un travail, une cabane et du chauffage. » Elle s'est penchée vers lui. « Je te suggère d'acheter un manteau, Julien. Il fait très froid quand on est seul. » Camille. « Non, tu ne peux pas faire ça, » a crié Julien pendant qu'il le traînait hors du parc. « Je suis désolée. Je t'aime, je l'aime. » Camille n'a pas regardé en arrière. Elle a marché jusqu'au bord de l'eau et s'est assise à côté de son fils. Gabriel a levé les yeux. C'était lui l'homme. Oui, Gabriel, c'était lui l'homme. Il avait l'air triste, a observé Gabriel. Il est triste, a dit Camille en caressant ses cheveux. Aujourd'hui, il a appris une leçon très dure. Quelle leçon? Camille a regardé les ondulations de l'eau.
qu'il ne faut jamais jeter un diamant juste parce qu'il est couvert de poussière. Gabriel a hoché la tête, satisfait. On peut aller chercher de la glace maintenant ? Oui, a souri Camille. Le dernier poids du passé se levait enfin de ses épaules. Nous pouvons avoir ce que nous voulons. Le temps est un architecte cruel. Il construit certains hommes en monuments et réduit les autres en poussière. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce jour au parc. 15 ans qui avaient fait tourner le monde sur son axe. Les bulles technologiques ont éclaté et se sont reformées. Les gouvernements ont changé et l'horizon de Paris a été réécrit. Au centre de ce nouvel horizon s'élevait la tour Delaunay, une aiguille d'obsidienne et de verre qui perçait les nuages. Un bâtiment si haut qu'il semblait regarder Dieu, c'était le siège du groupe Delaunay Global. Désormais, la société de capital investissement la plus précieuse de la planète. Et ce soir-là, la tour brillait. C'était la nuit du gala de promotion. La presse en parlait depuis des mois. Camille Delaunay, la reine des glaces du capital risque, quittait officiellement le poste de directrice générale. Elle remettait le trône à son fils Gabriel Delaunay pour son 20e anniversaire. À l'intérieur du hall, l'atmosphère était d'un luxe étouffant. Les sols étaient en marbre blanc, les lustres des cascades de cristal. L'air sentait les fleurs et l'argent. Dans un coin, près d'un énorme pilier recouvert de feuilles d'or, un homme essayait de se rendre invisible. Il portait une salopette grise, 2 tailles trop grandes. Son badge tordu et rayé disait Julien. Il tenait un seau de serpillière, ses jointures enflées par l'arthrite, sa peau marquée par les rides profondes d'un homme qui avait passé des années à supporter le froid. Julien Lefebvre avait 45 ans, mais il en paraissait 60. Les années n'avaient pas été tendres depuis ce jour, au jardin du Luxembourg. Le travail dans le Jura avait brisé son esprit. Le froid s'était infiltré dans ses os et l'isolement avait dévoré son esprit. Quand il a finalement démissionné, il a découvert que le nom de famille Delaunay projetait une longue ombre. Aucun cabinet ne l'embauchait, aucune banque ne lui accordait de prêt. Il avait erré vers le sud en travaillant sur des bateaux de pêche, puis comme veilleur de nuit, et enfin comme concierge pour une entreprise de nettoyage. Le destin, avec son sens de l'humour tordu, l'avait affecté à ce bâtiment 3 mois plus tôt. Il savait qui en était la propriétaire. Chaque fois qu'il polissait la plaque dans laiton de l'entrée, il voyait son nom, Delaunay. Mais il avait besoin de l'assurance maladie. Il avait besoin du salaire. Alors il a gardé la tête baissée, s'est laissé pousser la barbe pour cacher son visage et a prié pour que la femme qui vivait dans le penthouse ne regarde jamais vers le bas. « Et Julien !» a sifflé le superviseur de l'équipe en claquant des doigts. « Réveille-toi. Le cortège arrive dans 2 minutes. Si je vois un seul grain de poussière sur ce sol, tu es viré. Tu m'entends ? Viré. Je t'entends, a répondu Julien d'une voix rauque. Il a poussé la serpillière sur une tache sur le marbre. Son cœur battait contre sa poitrine, comme un oiseau pris au piège. Il aurait dû se porter pâle. Il n'aurait pas dû être là, mais il ne pouvait pas détourner le regard. Il devait les voir une fois de plus. Dehors, le rugissement de la ville s'est éteint, remplacé par le grondement des moteurs à travers les murs de verre. Il a vu les flashs des photographes éclater comme des feux d'artifice. Une file de limousines noires s'est arrêtée devant l'entrée, silencieuse comme des requins. Les portes à tambour se sont ouvertes. Un silence respectueux est tombé sur le hall. Sénateurs, hommes d'affaires et personnalités mondaines ont cessé de parler et se sont tournés vers l'entrée avec une révérence réservée à la royauté.
La première silhouette à entrer fut Camille. Julien a serré le manche de la serpillière jusqu'à ce que ses doigts deviennent blancs. Elle était magnifique, le temps ne l'avait pas fait vieillir, il l'avait raffinée. Elle se mouvait avec une grâce mortelle, vêtue d'une robe argentée qui tombait comme un clair de lune. Ses cheveux bruns relevés laissaient à découvert le cou élégant qu'il avait l'habitude d'embrasser dans son petit appartement. Mais la douceur avait disparu. Ses yeux étaient perçants, balayant la pièce, non pas avec anxiété, mais avec l'ennui d'une conquérante. Elle ne ressemblait pas à une femme qui avait pleuré pour un divorce. Elle ressemblait à une femme qui possédait l'encre avec laquelle il avait été écrit. Et puis, derrière elle, est apparu Gabriel. La respiration de Julien s'est arrêtée, la dernière fois qu'il l'avait vu. C'était un petit garçon avec une goélette en jouet. C'était maintenant un homme grand, plus grand que lui, avec de larges épaules dans un smoking sur mesure. Il avait les boucles brunes de Julien, mais la posture de Camille. Il marchait avec confiance, souriant, saluant, serrant des mains. Il ne semblait pas arrogant, il semblait à sa place. Il ressemblait au genre d'homme que Julien avait fait semblant d'être toute sa vie. « C'est mon sang », a-t-il pensé, une larme chaude glissant sur sa joue. Je l'ai fait, mais en l'observant, une réalisation écrasante s'est abattue sur lui. Il ne l'avait pas fait, il n'avait apporté que la biologie. Camille l'avait fait. Elle avait sculpté ce jeune roi dans le marbre de l'adversité pendant qu'il avait perdu son temps à courir après Valentine. Le cortège a commencé à se diriger vers les ascenseurs privés au fond du hall. Il marchait directement vers le pilier où Julien se cachait. « Cours !» a crié son esprit. « Tourne-toi, cache-toi !» Mais ses pieds n'ont pas répondu. Il était paralysé. Une statue de regret. Camille était à 3 mètres, puis 2, puis 1. Elle s'est arrêtée. Elle avait vu une tache microscopique sur le pilier près duquel il se tenait. Julien a tourné la tête. Son regard est tombé sur lui. Julien a cessé de respirer. C'était le moment, le règlement de compte final. Elle le reconnaîtrait, elle crierait, elle ordonnerait à la sécurité de le jeter dehors. Ou pire, elle rirait. Elle pointerait son fils du doigt et dirait « Regarde, Gabriel, regarde le raté ». Julien a préparé son âme pour le coup, la regardait droit dans les yeux, la suppliant en silence. « C'est moi, Camille, c'est Julien. Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Camille l'a regardé. Elle a observé son uniforme gris. Elle a observé le seau sale. Elle a observé son visage en plantant son regard dans ses yeux. Pendant 3 secondes éternelles, leurs regards se sont croisés, puis Camille a cligné des yeux. Son expression n'a pas changé. Il n'y a eu aucune étincelle de reconnaissance, ni colère, ni compassion, rien. Pour elle, il n'était qu'une partie du bâtiment, un objet, un employé. L'homme qui lui avait brisé le cœur. L'homme qui l'avait poussé à construire un empire était devenu si insignifiant que son visage ne s'enregistrait plus dans sa mémoire. Elle s'est détournée, écartant complètement son existence. « Les fleurs sont magnifiques, Bernard !» a-t-elle dit à son assistant d'une voix froide et mélodieuse. « Mais assure-toi que l'éclairage au-dessus soit plus tamisé. »« Oui !» a répondu Bernard en continuant de marcher. Les genoux de Julien ont cédé. Ce n'est pas la haine qui l'a anéanti à ce moment-là. C'est l'indifférence. Il n'était plus le méchant de son histoire. Il n'était même plus une note de bas de page. Il était un fantôme. Il s'est appuyé contre le pilier, vaincu. Le cortège n'était pas terminé. Gabriel marchait derrière sa mère, mais il s'était arrêté. Il avait vu l'interaction ou l'absence de celle-ci.
Il a vu le vieux concierge regarder sa mère avec une expression de dévastation. Gabriel s'est arrêté, s'est séparé du groupe et a marché vers Julien. Julien a levé les yeux, terrifié. Le garçon savait, il se souvenait de l'homme du parc. Gabriel s'est planté devant lui, de près. Il sentait l'eau de Cologne chère et l'optimisme. Il a observé les mains tremblantes de Julien. Il a observé la trace d'une larme traversant la saleté de sa joue. Nuit difficile, monsieur, a demandé Gabriel d'une voix profonde et aimable. Julien essayait de parler, mais sa gorge était sèche. Il s'est contenté de hocher la tête. Vous savez, a dit Gabriel à voix basse en regardant la serpillière. Ma mère dit toujours que les personnes qui maintiennent les bâtiments debout sont plus importantes que celles qui s'asseyent dans les bureaux. Julien a frissonné. C'était quelque chose que Camille lui disait quand il était un jeune avocat stressé. Ce n'est pas grave d'être petit, tant que tu es fort. Gabriel a mis la main dans la poche de son smoking, a sorti une pince à billets et a détaché un billet neuf de 100 € en le lui tendant. « Tenez », a-t-il dit. « Allez vous acheter un repas chaud ou quelque chose à boire. Personne ne devrait travailler aussi dur un mardi soir. » Julien a regardé l'argent. C'était un jugement silencieux. Il a tendu la main lentement. Sa main rugueuse et gercée a frôlé les doigts doux et soignés de son fils. Le contact a parcouru son corps comme une décharge. « Merci », a-t-il murmuré d'une voix brisée. « Vous êtes un homme bon. » Gabriel a souri. C'était le sourire de Julien, celui qu'il avait perdu 20 ans plus tôt. « J'ai eu un bon professeur. Prenez soin de vous. » Gabriel lui a donné une tape sur l'épaule, un geste désinvolte et bienveillant d'un supérieur à un subordonné, et s'est retourné. Gabriel a appelé Camille depuis les ascenseurs privés. « Nous t'attendons. J'arrive, maman. » Gabriel a traversé le marbre en courant doucement avec le son rythmique de ses chaussures. Julien les a observés. Il a vu Camille poser la main sur le dos de son fils. Il a vu comment il riait de quelque chose. Il a vu les portes dorées de l'ascenseur se fermer, les scellant dans un monde de lumière et de pouvoir. Le hall est retourné au silence. Julien Lefebvre est resté seul au centre de l'empire qu'il aurait pu gouverner. Il a regardé le billet de 100 € dans sa main. Ce n'était pas un cadeau, c'était une transaction. Il avait échangé sa femme, son fils et son héritage pour l'illusion de la liberté. Et maintenant, l'univers lui rendait la monnaie. Il a rangé le billet dans sa poche, a serré le manche de la serpillière et retourné au sol. Il y avait encore une tache sur le marbre. Il avait un travail à faire. Camille Delaunay a prouvé que la plus grande revanche n'est pas de crier, ni de se battre, ni de détruire son ennemi. La plus grande revanche est de le surpasser. Julien Lefebvre a poursuivi l'illusion de la richesse et a perdu la réalité de l'amour. Il pensait se débarrasser d'un fardeau, mais en réalité, il jetait un billet gagnant. À la fin, Camille n'a pas eu besoin de le punir. La vie l'a fait pour elle. Elle a élevé un roi, a construit un empire et a oublié le nom de l'homme qui a dit qu'elle ne valait rien. L'homme qui voulait être un magnate a fini par nettoyer les sols de la femme qu'il était vraiment. N'oubliez pas de faire attention à ceux sur qui vous marchez en gravissant les échelons, car la personne que vous trahissez aujourd'hui pourrait être celle qui tiendra le filet demain, ou celle qui décidera de vous laisser tomber. Quelle fin percutante, le moment dans le hall. Quand elle l'a regardé sans le voir, ce fut plus dur que n'importe quel cri. C'est l'effacement définitif. Et Gabriel, lui donnant l'argent, c'est la justice poétique à son paroxysme. Que en pensez-vous ? Pensez-vous que Julien méritait ce niveau d'isolement ou avez-vous ressenti un peu de pitié pour lui à la fin ? Et si vous étiez Camille,
L'auriez-vous reconnu ou l'ignoré? Était-il le coup le plus puissant? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'adore lire les théories et les réactions. Si cette histoire de karma et de rédemption vous a captivé, soutenez la chaîne, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. La semaine prochaine, des drames intenses arrivent que vous ne voudrez pas manquer. Merci d'avoir écouté. Restez fort, n'oubliez pas votre valeur et ne laissez jamais personne vous traiter comme un mauvais investissement. Ouais.
it's on.